Je suis né le 8 mars 1933 dans un petit pays de la banlieue parisienne qui s'appelle Noisy-le-Grand. Maintenant c'est 93, mais c'est pas du tout 9-3. Parce que c'est un pays de gens qui travaillaient, de gens sympathiques, de gens qui s'entraidaient beaucoup. C'était un petit peu ça à l'époque, l'ambiance qui présidait à nos rapports. Voilà, c'était ça. Voilà où je suis né. Alors, comment je suis né? Ah, ça. Je suis né dans une. Où je suis né d'abord? Je suis né dans une grande maison, hein, dont j'ai la photo quelque part. Et cette grande maison, elle a été construite à l'époque par mes grands-parents pour abriter toute la famille, c'est-à-dire leurs deux enfants, mon oncle André et ma mère Paulette. Tout le monde a vécu dans cette grande maison avec 1500 à 1800 mètres de terrain derrière. Ça tombait bien parce que mon oncle, il était jardinier, le frère de ma mère. Le grand-père, lui, venait de Château-Renaud, c'est-à-dire il est né à Langeais, en Indre-et-Loire. Il avait d'ailleurs le verbe des gens de cette région-là, le verbe sonore et clair. Et son père était marchand de poissons ambulant. Ils étaient 7 ou 8 enfants. Toute la famille Sorel, c'était un truc tentaculaire, il y en a partout des Sorel. C'était une très grosse famille. Et lui, après ça, au bout d'un moment, il est parti sur Paris, connaissant un oncle à nous qui s'appelait Martin et qui habitait Neuilly-sur-Marne. Et alors là-dedans, le grand-père est parti en politique parce que c'était un tribun né. Il avait une façon de s'exprimer. On en reparlera ça, mais il était extraordinaire ce garçon. Il partait, on lui préparait ses discours. Ça c'est un petit peu après. C'est moi qui le faisais. Je préparais le schéma avec ma mère des discours qu'il avait à faire. Et puis on lui disait, ben voilà Pépère, toi, on t'a souligné là, ce qui va pas. Il prenait le papier, il mettait dans la poche et il partait. Alors de temps en temps, il regardait le papier, ou alors il avait une facilité de parole assez grande, et il avait des tirades qui n'en finissaient pas. Et ce qu'on devait dire à l'époque, il ne fallait pas oublier, Pépère, un verbe, un verbe, il n'y avait pas de verbe. C'était des séquences énormes. Mais tout ça entraînait la foule. Tout ça, c'était un tribun. D'ailleurs, il s'était présenté, j'en parle par ailleurs, il s'était présenté à la députation. Il n'a pas été reçu là. Ça n'a pas marché. Donc, il est simplement resté maire de Noisy-le-Grand. Paul Sorel. Et c'était un bonhomme qui était plus que aimé. Il était adulé de Noisy-le-Grand. C'était le bonhomme qui avait toujours un geste pour quelqu'un qui était dans la mouise ou qui était dans la difficulté. Quand il était coiffeur à Neuilly-sur-Marne, avant la guerre de 14, parce qu'après il a eu la main esquintée, il ne pouvait plus faire son métier, quand il était là, à ce moment-là, un type qui venait, bah, écoute, je te paierai la semaine prochaine parce que j'ai pas de sous, il repartait et comme il faisait chapelier, il lui donnait une casquette en plus. Alors il avait un sens du commerce assez particulier, et donc ça n'a pas marché. De toute façon, après la guerre, il ne pouvait plus faire, après la guerre de 14, il ne pouvait plus faire son métier puisqu'il avait la main droite qui était comme ça. Il arrivait quand même à tenir son stylo et à écrire. Après, il a eu un emploi réservé dans les hôpitaux de Neuilly-sur-Marne. Vous voyez, ça tourne toujours autour du même endroit. Voilà, et pour rattacher ça à mon histoire peut-être, j'ai donc été élevé par mes grands-parents, lesquels avaient proposé à mes parents de commencer leur vie professionnelle, chacun de leur côté, sans enfants, de façon à être beaucoup plus libre, tellement libre que 15 mois après, ils ont fabriqué mon frère. C'était vraiment une grande liberté. Et donc, j'ai habité directement chez eux, à Noisy-le-Grand, dans cette grande maison
dont je vous parlais, là, et que ma mère a baptisé d'ailleurs en famille. Elle a fait un petit coffret comme ça dans lequel elle a écrit un parchemin et puis elle a envoyé 3-4 vers parce qu'elle pouvait s'en empêcher. Ma mère, aussitôt qu'elle avait une feuille, fallait qu'elle écrive en vers. Et donc elle a écrit ça là-dedans, que cette maison abrite toujours des gens heureux, et soit le refuge de tous les gens en difficulté. Voilà, et c'est bien ce qui est arrivé. C'est une maison qui a été un peu le centre familial des familles, de chez nous. Mon oncle habitait au premier étage avec sa femme et ses enfants. Et ma grand-mère et mon grand-père habitaient à l'étage principal avec mon petit lit à côté de chez eux, à côté d'eux. Et la nuit, quand des inquiétudes me prenaient et que je me réveillais, hop, il se levait, vous savez, les petites poires qu'il y avait à l'époque pour allumer la lumière avec la petite lampe qui était par-dessus, comme ça. Il se levait en bannière. À l'époque, c'était pas les pyjamas, c'était des chemises de nuit, comme ça. Je les adorais. Hein, et eux aussi. Eux aussi m'adoraient. J'étais le premier en plus. Après, il y en a eu 2 autres qui sont nés. Il y a eu mon frère, Claude, et il y a eu Bernard, mon cousin. Après, la petite, Danielle, qui était la 4e et dernière, avant-dernière, parce qu'il a eu une autre femme. Mais la 4e, elle n'est pas née à la maison. Maintenant, à partir de ce moment-là, c'était la clinique ou l'hôpital. Mais moi, j'ai été mis au monde par le docteur de la famille, qui était docteur des âmes autant que docteur des corps. Hein. Et il était docteur des âmes, je dis pour rigoler, parce qu'il était, comme mon grand-père, il était communiste également, ce qui lui a occasionné pendant la guerre à être déporté. Ils sont venus le chercher, il était en consultation et il a hurlé pour que ça prévienne sa femme, qui s'en aperçut. Et lui n'a pas fait un geste, rien du tout, et ils l'ont embarqué dans une couverture. Après ça, il a été déporté, je ne sais pas trop où. Où je sais qu'il s'est occupé comme médecin, il s'est occupé un peu de la santé des gens. Mais ce bonhomme était un combattant des mêmes idées que mon grand-père, et quand il venait pour faire une consultation, il avait un excellent diagnostic sûr et rapide. Ça durait 5 minutes, et il y avait 3/4 d'heure après de discussion politique avec le grand-père, qui était tout à fait pour également. Vous voyez un peu l'ambiance, comment je suis né. Mon frère, il a 15 mois d'écart avec moi. Donc, à l'époque, mes parents habitaient encore dans la grande maison, hein, avant de s'en aller, eux. Et mon frère est né également dans cette maison-là. Mais très rapidement, il est parti à Neuilly-sur-Marne. Là, on en parle de Noisy-le-Grand. Hein. Il est parti à Neuilly-sur-Marne avec mes parents. Et là, il a été mis en nourrice chez une dame adorable, gentille, Madame Roguet, et son mari, qui était un copain de bureau de ma mère. Voilà, vous voyez à peu près le cadre. Voilà, alors je suis né là-dedans. Paraît-il, après 72 heures de bons et loyaux services de ma mère, qui ne se privait pas d'hurler tant qu'elle pouvait, déjà qu'elle parlait normalement, on l'entendait bien. Hein. Il paraît que là, ça a duré très longtemps. Elle a toujours un peu exagéré, ma mère. Peut-être que c'était que 71 heures, hein, pas 72. Mais bon, bref, je suis né. Ma grand-mère était malade à l'époque. Elle avait fait une péritonite. Elle était très malade. Et alors, il paraît que quand je suis né, elle a dit, eh ben, je vais mieux. Hein, vous rendez compte un peu la puissance que j'avais déjà. Hein, vous vous rendez compte. Bon. et le médecin, quand il m'a eu accouché, il a dit, mettez-lui un képi sur la tête, c'est le portrait du grand-père. Mon grand-père, quand il revenait de la guerre de 14, bien amoché, et avec son képi. Tout ça pour rigoler. C'est des vieux trucs de la famille, ça qui traîne. Mais je suis content d'en parler. C'est des choses qu'il est sympa de garder, ça.
hein, et voilà en gros, vous voyez, l'environnement dans lequel je suis arrivé. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ma grand-mère a proposé à mes parents de m'élever. Alors tous les deux, c'était elle, mais c'était tous les deux. Hein, donc j'ai été élevé à Noisy par mes grands-parents. Et alors donc mes parents venaient tous les samedis, dimanches, montaient à Noisy, parce que Noisy ça monte. Pourquoi ils avaient déménagé là-bas? Parce que leur travail était à Neuilly-sur-Marne, et pour l'un et pour l'autre. Mon père était à la Compagnie Générale des Eaux, hein, et ma mère travaillait aux hôpitaux psychiatriques, hein, dans lesquels elle a fait une carrière lamentable, parce qu'elle avait embauché les gants de mon grand-père, les gants politiques, hein, et il n'était pas question qu'il la nomme. Elle était secrétaire de la cellule communiste, et elle avait toujours un drapeau à la main, une revendication, tout ça. Donc, bien que le directeur de cet hôpital, Camille quelque chose, ait été un copain de classe, elle n'a jamais été nommée, elle a stagné dans son boulot de départ toute sa vie. Hein. Et donc, ma mère, toutes les fins de mois, elle montait à Noisy-le-Grand voir sa mère, elle se faisait enguirlander de première, sac à panier percé, tu dépenses tous tes sous, tout ça. Puis à la fin, là, tiens, prends, c'est la dernière fois. Hein. C'était jamais la dernière fois. Bon, mais enfin, tout le monde a mis, il mettait du sien quand même. Je ne voyais pas quand même des parents, pas aisés, mais à l'aise quand même. Hein, on n'avait pas de grands frais. Hein, donc, ils nous aidaient. Après-guerre, 45. 45, après 3 ans de séparation, mon père a été démobilisé, à peu près, je ne sais pas exactement, 2 ou 3 ans après le début de la guerre. Il est revenu, et là, il a été requis sur place, en service public, puisqu'il s'occupait de la production d'eau dans toute la région. Chacun avait vécu de son côté. Hein, mon père, il était à l'armée, je ne sais pas trop, à Tonins, vous connaissez. Et donc, il est resté absent pendant 2-3 ans. Et ma mère a vécu, elle, seule, avec Mado, la future femme de mon père, deuxième femme de mon père, ma cousine par ailleurs. Hein. Elles ont vécu toutes les deux pendant la guerre. Hein, parce que son mari à elle était parti également, un peu poussé par les événements, parce que il avait une conception de la vie un peu particulière. Disons que il est parti au STO avant de se faire allumer par ses petits copains qu'il recherchait pour diverses manifestations incongrues. Hein, voilà. Donc ma mère et elle ont vécu toutes les deux. Hein, et au retour de la guerre, mon père, qui paraît-il, d'après ma mère, avait toujours aimé Mado, donc la femme de mon cousin. Donc ils ont divorcé. Et bon, c'était un moment où j'ai été par la force des choses un peu plus concerné. Hein. Donc, ouais, c'était un moment assez dur, assez délicat. Ma mère montait à Noisy-le-Grand, parlait à sa mère. Mon père, il montait aussi, il était adoré par les grands-parents de là-haut, mon père. Il l'aimait, Jeannot, c'était l'autre, le deuxième, il n'a jamais été, jamais été réellement adopté. Hein. D'abord, il était socialiste, parce que mettez-vous bien dans l'idée, hein, cette force qu'avait l'appartenance politique. C'était un moment où il n'y avait que ça qui traînait dans les rues. On ne faisait pas grand-chose d'autre à part le théâtre, mais c'est après. Hein. L'appartenance politique des gens était très, très importante, même pour les jeunes, même pour nous. Ben voilà, ça a été un moment très dur. Ils ont divorcé en 1945.
j'ai le papier. Bon, bah, comme tous les divorces, c'est surtout les enfants qui trinquent. Claudet surtout. Claudet qui vivait avec eux. Hein. Et puis, bah moi, du coup, elle s'est remariée très rapidement avec le copain de mon père, Émile, qui lui avait 3 filles. Il était veuf avec 3 filles. Trouver une femme avec 3 veufs et 3 filles, il y avait peut-être que ma mère dans toute la région pour faire ça, hein, pour prendre un bonhomme avec un tel handicap finalement. Bah, elle l'a fait. Hein, elle a regroupé tout le monde, elle a dit on se met tous ensemble, on revit, pas très loin de chez mon père d'ailleurs. Hein, on se retrouve tous ensemble, on refabrique, on refonde une famille, et puis on s'est retrouvé avec 3 sœurs. On a été élevés jusqu'au bout avec elle. Il y en avait une qui était de mon âge, et les 2 autres qui étaient 4 et 6 ans. Hein, donc ça a été un démarrage de vie extrêmement difficile. Mon beau-père était au même niveau de responsabilité que mon père, mais lui, ça concernait l'ajustage. Lui, il ne tolérait pas un millimètre de travers. C'était pas possible. Pour vous en parler de ça, il y a eu un concours de lancer dans l'usine où ils travaillaient tous les deux. Et le concours, c'était trouver une solution pour qu'on relève à distance dans les châteaux d'eau de la région. Vous savez ce que c'est les châteaux d'eau? C'est les réserves de flotte qui, par pression, donnent de l'eau dans tous les robinets. Hein, donc, dans ces châteaux d'eau, il fallait trouver une solution pour connaître la hauteur d'eau à distance, savoir s'il y en avait, savoir s'il fallait en refouler pour alimenter toute la région qui leur était dévolue. Hein. Donc, ce truc-là, eh ben, il y avait qu'une façon de le faire à l'époque, c'était se déranger et aller voir avec un maître ce qui restait là-dedans. Et alors, un concours a été lancé, interne à la Compagnie des Eaux. C'est mon père qui l'a gagné. Mon père, il s'est installé sur la table de la salle à manger, hein, comme ça, et puis il a commencé ses calculs, et il a fabriqué un truc qui marchait avec le téléphone. Il a réussi à coupler ça avec le téléphone, et ça a très bien marché. La seule reprise de ce système n'a été qu'il n'y a pas longtemps avec l'informatique. Vous voyez que ça marchait pas mal quand même, hein, depuis 52 par là, je pense, hein, jusque maintenant. Voilà, donc c'est lui qui a inventé ce système. Après ça, il a bien vérifié que ça marchait, tout ça, puis après il a amené ses trucs, et il s'en est désintéressé complètement. Lui, voilà, c'était la différence qu'il y avait entre mon père et mon beau-père. Mon père était créatif, était débrouillard à un point, ça nous a servi pendant la guerre. Et alors que Émile, le second, lui était un type où tout tombait droit. Si c'était pas droit, il recommençait. Hein, il avait cette espèce de rigueur par paillotte des protestants, parce qu'il avait été élevé par sa mère, Madame Gartner, qui était de l'Est et qui était protestante. Et il a été élevé dans ce milieu-là, où c'était assez rigoureux. Et le père, lui, bah, il n'était pas là. Il naviguait, il était sur la Viso. La Viso, c'est un bateau qui fait la liaison entre Saint-Malo et le banc de Terre-Neuve, où il pêche la morue. Voilà, et donc il était sur ce truc-là. Puis après, il a fini par débarquer, mais longtemps après. Et puis il a monté un petit magasin de réparation de vélos. Voilà, c'est un peu fait d'eau. Hein, non, mais il y a une sorte de jeu là-dedans quand même. Hein, ils ont eu des relations qui étaient dépassionnées après. Chacun avait retrouvé son lieu géométrique. Hein, s'étaient remariés tous les deux. Et puis, on continuait de se voir, ils travaillaient ensemble, tout le monde se voyait. Hein, et ça a découragé à mort toutes les mauvaises langues de Neuilly-sur-Marne. C'était les affûtés. Hein. Mais du coup, personne n'a rien trouvé à redire, parce qu'on allait se voir les uns les autres, ils travaillaient ensemble. Ils étaient au début très copains, hein, mon père et Émile. Je pense qu'après, ça a dû se tasser un petit peu, sans doute par la force des choses, mais il n'y a jamais eu de mots des uns contre les autres.
Et il n'y a jamais eu de dire ton père, ce sale type, ou Émile, cette horreur, là. Il n'y a jamais eu ça. Hein, personne, il n'y a pas une tête qui dépassait. Hein. C'était clair et net. On passait d'un état à un autre, et il ne fallait pas que les jeunes, en particulier, en souffrent. Seulement, je vois ça de ma fenêtre et celle du frangin. Mais il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait les 3 filles qui étaient jeunes. Et les 3 filles, il y en avait 2 qui l'avaient faites, lui, Émile, et la première qui était sa première femme était, comme on disait à l'époque, fille-mère. Tu vois, donc elle est venue il l'a épousée avec un enfant déjà. Il avait reconnu tout le monde et tout le monde s'appelait de son nom, tout ça. Voilà comment les choses ont évolué et tout le monde s'était bien, tout le monde s'y est mis quoi. Hein. Par contre, aussitôt que ça a commencé, ça en 1945, ma mère a décidé de récupérer tout le monde. Elle m'a décroché de Noisy, chez les grands-parents. Alors là, moi, ça m'a secoué. Mais que dire des grands-parents? Des grands-parents qui m'avaient élevé pendant 12 ans et qui d'un seul coup se retrouvaient tout seuls. Ils en ont fait une maladie. Hein. Mais finalement, la maladie, c'est moi qui l'ai faite. Parce que à ce moment-là, comme ils commençaient leur vie à Neuilly-sur-Marne, ma mère et les restants de la famille, bon, nous, nous aimions pension. Claudet, mon frère, et moi, ils nous ont mis dans une pension à Fontenay-sous-Bois. Mon frangin était déjà habitué, hein, de par le fait qu'il était élevé par quelqu'un d'autre. C'est bien acclimaté, et moi pas du tout, j'en ai fait une primo-infection. Grave. Un accident tuberculeux initial. Hein. Et alors, personne s'en était aperçu, ils étaient occupés par leurs affaires. C'est la grand-mère qui m'a vu dépérir comme ça. Et un beau jour, j'ai vu que la grand-mère arriver à la pension à Fontenay-sous-Bois avec le chapeau à plumes. Elle était dans une fureur noire. Elle a demandé à me voir. Bon, je suis arrivé comme ça. On m'avait chopé en classe avec le père Morel. Hein, et elle m'a regardé comme ça. Elle m'a pris il n'y a pas d'autre mot, elle m'a pris sous le bras. Hein, et hop, pas un mot, rien du tout. Elle a foutu le camp avec moi. Et on est retourné à Noisy, où là j'ai commencé à me soigner. Le toubib est arrivé et m'a soigné énergiquement. Je m'en suis tiré. Et ça peut aller maintenant. Ça a duré 92 ans. mais c'est elle qui m'a tiré d'affaire là. Hein. Alors donc, vous dire, la grand-mère et le grand-père, il n'était pas question qu'ils me rendent, là, tu vois. Et je suis donc resté là. Et puis après, bon, j'avais une douzaine d'années, je suis rentré au lycée. Et en plus de ça, le grand-père était là tous les jours, puisqu'il était assigné à résidence. Les flics, la police, venaient voir tous les jours s'il était bien là. Il avait interdiction de sortir de la maison. Bon, de temps en temps, il sortait un petit peu, mais les flics étaient des copains qu'il avait connus bien avant. Et bon, ça se passait correctement. Je vous ai raconté l'histoire des flics quand ils ont découvert le tabac que cultivait mon oncle. Non, vous n'avez pas parlé de ça ici. Voilà. On y va? Alors un jour, les flics se pointent à la maison. C'est de Pandore qui connaissait très bien le grand-père. Bonjour Monsieur Sorel, bonjour André Sorel, c'était le fils. Vous savez, aujourd'hui on a un peu de temps, on va visiter le jardin. Le tonton il blêmit, parce qu'au fond du jardin, bien planqué derrière comment c'était? C'était du maïs, ça devient assez haut, c'est bien caché. Il y avait un carré de tabac. Il y avait du tabac qui était beau. Hein. Bon, et les flics arrivent au fond du jardin. Ah, vous avez vraiment un beau jardin. Tout le monde en parle à Noisy. On avait hâte d'avoir ça quand même. Ah, c'est vraiment très beau. Ça, bah oui. Et puis alors, vous avez des plants. Alors, c'est magnifique. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du tabac.
Un tonton il dit, bah oui, c'est du tabac. Ouais, vous savez, les temps sont durs. Mais Monsieur Sorel, il avait une tête, hein, il est beaucoup plus beau que le nôtre. Le tonton, il commençait il commençait à faiblir. D'un seul coup, il dit oh, oui, oui, ben, c'est vrai, c'est des beaux plans, je vous en donnerai, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Ça, il se voyait déjà parti. Hein, ben, à l'époque, il ne fallait pas rigoler avec ça. Hein. Sans compter que c'était une régie. Hein. C'était un truc qui était sous forme gouvernementale. Hein, c'était la régie des tabacs. Hein, on n'avait pas le droit de cultiver du tabac, c'était pas permis. Tous les jours, leur boulot, c'était de Monsieur Sorel, avons vu Monsieur Sorel de telle heure, à tel moment. Ils avaient un truc à remplir, j'en sais rien, mais c'était sans doute ça, où quand ils rentraient à la gendarmerie, il fallait qu'ils disent que Monsieur Sorel s'était pas fait la valise, hein, n'était pas passé, je sais pas où. Il n'y a qu'une chose, moi, dont j'avais peur, c'est que comme il y avait pas mal d'actions terroristes en Seine-et-Oise, hein, j'avais un petit peu peur qu'ils prennent des otages. Et le grand-père, comme otage, il se posait là. Hein. Alors ça me fichait la trouille. Mais bon, ça ne s'est pas produit. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il était communiste, c'est parce qu'il était visible comme un soleil dans la région, tout le monde le connaissait, le père Sorel. Alors, il y en a d'autres qui ont été déportés. Hein, le médecin, là, mon médecin, qui était au moins aussi connu que lui, hein, lui a été déporté. Hein, le grand-père, ils lui ont fichu la paix. Est-ce qu'il n'a pas été un petit peu cornaqué par les flics qui étaient en poste et qu'il connaissait depuis très longtemps, hein, donc ils ont dû dire mais laissez-le là, il nous gêne pas et tout ça. C'était l'administration Pétain, hein. Bande de salopards. Hein. Donc c'est comme ça qu'il est resté à la maison avec prière de ne pas sortir de la maison. Ça tombait bien qu'elle était grande, il y avait 1500 mètres de terrain, hein, il y avait de quoi faire. Il y avait un puits, on était pratiquement autonome. On avait un puits qui retrouvait l'eau de la Marne avec la pente. C'était un puits très profond et je n'avais pas intérêt à m'en approcher, hein, parce que le tonton avait barricadé ça là, avec des grilles et tout. Et on n'avait pas de frigo à l'époque, hein, mais on descendait les bouteilles, ça ressortait, c'était bon, c'était frais. Mon grand-père, ben un peu qui fumait. Il fumait n'importe quoi, il aurait fumé une cheminée d'usine, lui. Il fumait un truc que vous avez peut-être vu ça s'appelle du padane. Parce que la feuille a une sorte de forme qui ressemble au sabot d'un âne. Et ce machin-là, il le faisait sécher, et puis après il le découpait en petits trucs comme ça en travers. Il faisait des cigarettes avec, ça s'éteignait toutes les 30 secondes. Elle était sans arrêt en train de se... Il brûlait de partout. Il n'avait pas une cravate correcte. Hein, il a dit, mais pépère, arrête, t'en as besoin de ta cravate. Bon, il s'en foutait. Hein, bon, bref, il fumait. Il était content. Alors il y en a d'autres qui fumaient de l'armoise. L'armoise, c'est une plante qui finit assez haute comme ça, qui a des petites feuilles comme ça, longues, assez étroites, et quand on les coupait très fins comme ça, on pouvait fumer ça. C'était le règne de l'Ersatz. Ersatz, mot allemand, qui veut dire remplacement. On avait des ersatz pour tout. Les pneus de la voiture ont changé, les pneus, les chaussures. Mes chaussures étaient ressemblées avec des pneus de la voiture. On mangeait deux espèces de légumes. Il y en a un qui est pas mauvais d'ailleurs, mais qui a des effets épouvantables. C'est le topinambour. Hein, et puis il y avait aussi le rutabaga. En le temps, c'est les vaches qui mangeaient ça. Bah, pendant la guerre, c'est nous qui l'avons mangé. Rutabaga, chaque plat, topinambour, chaque jour. Hein, parce qu'on ne pouvait pas s'en empêcher de raconter des trucs comme ça. Hein.
Bon, bien sûr, ça n'avait pas intérêt à se savoir, mais on racontait des tas de trucs sur les Allemands, tout ça. Bon, ça n'avait pas intérêt à être connu.